Et voilà, donc c'est celui-là. Donc le titre L'homme au péril de lui-même, parce qu'effectivement l'humanité, on parle souvent de la planète qui est en mauvais état, l'humanité est aussi en très mauvais état, je pense, et donc le problème c'est qu'elle en est entièrement responsable. On verra par les choix politiques qui ont été faits, ou qui n'ont pas au contraire été faits. Voilà, le sous-titre c'est l'histoire d'une rupture qui pourrait très mal se terminer, parce qu'effectivement c'est l'histoire de la rupture entre l'homme et la nature. On va le faire pour dire les choses simplement. Et donc une rupture qui s'aggrave depuis déjà plusieurs millénaires et qui aujourd'hui effectivement met en péril l'avenir même, alors peut-être pas l'avenir de l'humanité, mais en tout cas les conditions d'habitabilité et le bien-être sans doute des générations qui viennent. Voilà, donc pourquoi ce livre? Donc on en a parlé un peu tout à l'heure. Pourquoi ce livre? Jusqu'à présent j'avais écrit donc, des articles, des brochures, des livres sur des sujets qui étaient relativement délimités. Donc on a vu effectivement l'agriculture, l'écologie, la décroissance. Donc je savais que ce n'était pas le meilleur angle d'attaque pour comprendre les enjeux dus à l'avenir de l'homme. Mais pour moi, l'analyse la plus pertinente, c'est effectivement la trajectoire de l'humanité. Sauf que je ne me sentais pas prêt pour ce travail, parce que je suis un modeste citoyen, je ne suis pas ni sociologue, ni anthropologue, ni ethnologue, etc. Donc je ne me sentais pas de faire un livre, parce que bon, quand on sort un bouquin, bon, on essaie quand même de respecter le lecteur et de ne pas dire n'importe quoi. Voilà, donc je lis beaucoup, mais voilà, je ne me sentais pas de faire tout de suite ce bouquin-là. Donc j'ai lu plusieurs travaux, notamment l'anthropologue, et après je me suis lancé. Voilà, c'est réussi, c'est raté, on verra bien. C'est pas... Et voilà. Donc l'intérêt de cette discipline, donc l'anthropologie, c'est précisément qu'elle aborde l'homme dans toutes ses dimensions, quoi. Or, on l'a vu tout à l'heure, la plupart des conceptions d'anthropologues ou d'autres, ou de simples citoyens, c'est justement qu'elle sépare le domaine écologique du domaine social. Donc il y a deux obstacles, à mon avis, importants à la compréhension de cette trajectoire. Enfin, il y en a plusieurs, mais notamment deux à mon avis, importants. Moi, j'ai oublié de dire que je vais faire une intervention à peu près de 20 petites minutes, voilà, que j'ai préparée, parce que sinon j'aurais envie de raconter le bouquin, puis ce qui m'intéresse surtout, c'est pas ce que je vais dire, c'est ce qui va se passer après, quoi. Et on l'a vite fait déborder. Donc les deux obstacles importants à la compréhension de la trajectoire de l'humanité, c'est d'une part ce qu'on appelle l'amnésie environnementale, c'est-à-dire le fait qu'un individu ne peut percevoir que les dégradations environnementales qu'il a vécues lui-même, quoi. C'est-à-dire sur environ 3/4 de siècle. Si bien personne ne peut avoir une image précise du désastre qui a été commis depuis le néolithique. C'est un petit peu l'histoire de la grenouille qui est jetée dans l'eau tiède et qui s'accoutume, qui ne réagit pas à l'augmentation progressive de l'augmentation de température. D'autant plus qu'il y a, la plupart du temps, il y a un déni. On n'a pas envie de savoir, surtout quand c'est négatif, quoi. Et d'autre part, le deuxième inconvénient, c'est que l'obstacle, c'est le discours des dominants, le discours des classes dominantes, et le discours de la modernité d'une façon générale, vise précisément à évacuer le passé pour laisser croire que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on voudrait faire croire que l'État a toujours existé, le capitalisme a toujours existé, la croissance économique a toujours existé. Ce sont des phénomènes naturels. Et donc, c'est complètement vain de les combattre. Alors qu'évidemment, on sait très bien que le capitalisme, ou par exemple l'ère du pétrole, aura duré 2 siècles, 2 siècles et demi, pas plus, quoi. Voilà, donc je reviens un petit peu sur la coupure entre les questions écologiques et sociales, parce qu'effectivement, certains pensent que l'histoire de l'humanité est celle de la lutte des classes, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que elle est aussi celle de son adaptation aux différents milieux, et surtout, plus encore, celle de la transformation par l'homme de ces milieux. Et donc, ça veut dire qu'on évacue carrément la question écologique. D'autres, au contraire, ont conscience de la vulnérabilité des milieux naturels et de la dépendance des sociétés humaines vers la nature, en ignorant les enjeux de pouvoir, les rapports de force, les dynamiques politiques largement responsables de la destruction de cette nature. Ils éliminent, eux, la dimension politique. Et il est évident qu'aucun de ces deux points de vue ne peut suffire pour éclairer et pour poser clairement le problème de l'avenir de l'humanité, précisément. Parce qu'il y a deux questions qui se posent, qui sont complémentaires, c'est quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, et quels enfants allons-nous laisser à la terre. Donc le plus pertinent pour analyser pour porter un regard lucide et analyser la trajectoire de l'humanité,
c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, avec des travaux notamment d'anthropologues, et j'étais agréablement surpris que les anthropologues, alors ce n'était pas tout à fait par hasard, mais qui m'ont semblé les plus pertinents, étaient précisément anarchistes. Pierre Classe, par exemple, avec notamment, je vais citer certains, avec l'ouvrage principal, ou celui qui m'a semblé principal, La société contre l'État. Marshall Salins, donc avec Âge de pierre, âge d'abondance, on verra tout à l'heure. Donc ils sont un peu plus anciens, plus récemment, donc James Scott, avec Homo domesticus, Charles MacDonald, L'ordre contre l'harmonie, David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire. Or, que disent ces anthropologues? Ils disent précisément que la période des chasseurs-cueilleurs constitue la presque totalité de l'histoire de l'humanité. C'est à peu près 99% quand même. Donc quand on parle de développement durable pour une civilisation qui va durer peut-être 2 siècles, ça prête à sourire, quoi. Donc la période des chasseurs-cueilleurs, c'est celle où précisément le nomadisme permet à de petits groupes mobiles, dispersés, qui pratiquent la chasse, la cueillette, la pêche, de ne pas épuiser les ressources locales. Les traits qui reviennent le plus souvent sous la plume des anthropologues par rapport à ces sociétés chasseurs-cueilleurs sont, sans chercher à idéaliser bien sûr, c'était pas, ils ont aussi connu la violence, connu il y a eu des conflits aussi dans ces sociétés, mais globalement les traits qui reviennent le plus souvent c'est la richesse limitée en biens matériels, l'allègement maximal de l'équipement, on verra que la sédentarisation a fait beaucoup de mal précisément, une forte tendance à l'égalitarisme, contrairement à ce que certains véhiculent justement de ces sociétés, la règle du partage communautaire. Et surtout, une remarquable adaptation aux contextes environnementaux, par l'observation des métamorphoses de la nature, par la connaissance intime des territoires, par le repérage des cycles éthologiques, des migrations saisonnières. Ils connaissaient parfaitement l'environnement, et ne prélevaient dans cet environnement que ce dont ils avaient besoin. On sait que donc, Pierre Classe a montré, c'est lui le premier qui l'a montré, je crois que ces sociétés consacraient 3 à 4 heures par jour pour la recherche de nourriture, pas plus. Nous, on travaille à peu près 8 heures par jour quand même. Donc, où est le progrès? On verra tout à l'heure cette notion de progrès. Et donc, Marshall Salins voit dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs les seules vraies sociétés d'abondance. Sauf que, lui, ce qu'il appelle abondance, c'est une notion qui n'est pas absolue, mais relative. Et elle est fonction notamment de la relation entre l'énergie investie pour obtenir quelque chose et le résultat obtenu. Et ce qui rappelle, alors je ne sais pas si on n'aura pas le temps de voir toutes les notions tout à l'heure, c'est évident, il faudrait au moins 4-5 heures et voir plus. Non, mais ces notions d'abondance relative, ça renvoie à la notion de contre-productivité d'Ivan Illich, et aussi à celle des rendements décroissants dans le domaine énergétique. Donc, il y a 8 à 10 000 ans, progressivement, l'homme prend conscience de ses capacités à contrôler la matière végétale et animale, à produire son alimentation. Donc, il invente l'agriculture et l'élevage, à la faveur, il faut le dire, d'un réchauffement climatique progressif. Et donc, la sédentarisation améliore le quotidien, effectivement, dans l'immédiat. Donc, bien sûr, le néolithique est évidemment perçu de manière positive, comme un tournant capital dans la trajectoire de l'humanité. Mais pour certains, c'est déjà aussi le premier faux pas. Je ne sais plus d'où est la formule, c'est Jean Guilaine, je crois, un préhistorien aussi. Donc, c'est la première rupture dans la relation entre l'homme et la nature. Très vite, en effet, donc, des incidences négatives vont apparaître, notamment sur la santé, mais aussi sur l'organisation sociale, parce que la possession de troupeaux, de territoires, le stockage des surplus, multiplie bien sûr les motifs d'affrontement. On assiste à l'émergence du pouvoir, au moins du pouvoir économique et politique, parce que le pouvoir de l'homme sur la femme, lui, il est avéré depuis très longtemps. D'après François Héritier, c'est déjà au moins 7-8 000 ans. Et donc, on assiste parallèlement à cette montée du pouvoir, à une montée progressive des inégalités sociales, à la naissance des premières villes, donc des barres de l'urbanisation, qui seront de plus en plus fortement hiérarchisées et donc de plus en plus contraignantes. Et il y a un auteur qui est intéressant à ce niveau-là, je le citais tout à l'heure, c'est James Scott, qui met en évidence la relation entre la culture de plus en plus massive des céréales et l'émergence de l'État. Donc je cite Scott, il dit « Seules les céréales sont vraiment adaptées à la concentration de la production, au prélèvement fiscal, à l'appropriation, aux registres cadastraux, au stockage et au rationnement. » Et effectivement, les céréales sont, en effet, non seulement sont cultivables à grande échelle, présentent une maturation quasiment simultanée, ce qui est intéressant pour la récolte, mais se prêtent bien au transport en vrac.
Alors que chez les chasseurs-cueilleurs, la quête de nourriture est soit individuelle, soit collective, la naissance de l'agriculture va permettre à une minorité de voyous de tirer parti du travail conjoint de l'homme et de la terre. C'est-à-dire certains vont faire travailler les autres. Et donc, dès le néolithique, apparaît, et c'est là ce qui est important, je pense qu'il n'y a qu'une chose à retenir ce soir, c'est celle-là, c'est que dès le néolithique, avec la naissance de l'agriculture et de l'élevage, naît un phénomène qui ne cessera jamais d'accompagner l'humanité, c'est que l'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation de la nature par l'homme vont s'alimenter mutuellement. Je pense que l'écologie radicale doit commencer là. Vincent Le Breton, qui est un spécialiste du néolithique, écrivait, pour illustrer un peu cette nouvelle orientation de l'humanité, il écrivait « Les nouveaux comportements de subsistance des sociétés préhistoriques, à partir du néolithique, vont modifier durablement les paysages en surimposant l'impact de l'anthropisation, donc de l'action de l'homme, aux effets du réchauffement climatique global. » C'est-à-dire un impact déjà non négligeable. Donc, les millénaires qui vont suivre, donc là je lance des pistes simplement parce qu'évidemment 8000 ans ça fait long. Donc les millénaires qui vont suivre ce néolithique n'auront rien de linéaire, évidemment l'histoire n'est pas linéaire bien sûr, mais les tendances qui se dessinaient déjà vont s'accentuer. Ces tendances-là, c'est la volonté de repousser sans cesse les limites spatiales et temporelles, qui existent toujours bien sûr, de plus en plus même, la division et la spécialisation des tâches, l'essor de l'urbanisation, le développement des activités destructrices et guerrières, la soumission à la puissance matérielle, le sacrifice des peuples pour l'appétit insatiable des élites, cette fameuse servitude volontaire, qui existe aussi toujours. Donc si au niveau du néolithique, si les dommages environnementaux sont encore faibles, ils amorcent une spirale qui n'ira qu'en s'accélérant, et notamment par la déforestation, par les premières pollutions avec la métallurgie notamment. Donc, quelques millénaires se passent donc avec l'accentuation des tendances, donc une rupture entre l'homme et la nature qui s'accentue, mais sans danger a priori pour l'instant, jusqu'à ce qu'on peut appeler la deuxième rupture entre l'homme et l'environnement, c'est-à-dire le recours aux énergies fossiles. Et là, il y a un auteur qui est très intéressant, c'est Alain Gras, qui a écrit plusieurs bouquins, notamment Le choix du feu. Et donc, il est socio-anthropologue et technique. Il rappelle que pendant des millénaires, précisément, les énergies naturelles ont imposé des limites à l'homme, en le contraignant à la prise en compte d'éléments extérieurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les caprices du vent et de l'eau, parce qu'effectivement les énergies renouvelables sont intermittentes, c'est leur point faible effectivement, et donc, mais ça imposait précisément une limite à l'action humaine de transformation du milieu. Or, c'est en quelque sorte une sorte de principe de précaution avant la lettre, et donc le recours à l'énergie fossile, donc charbon, pétrole, gaz, etc., cette énergie fossile va débloquer ce verrouillage-là, qui était imposé par les énergies naturelles. La machine thermique, en abandonnant la terre, l'air et l'eau, impose le feu comme seul moyen de la puissance. D'où le titre du livre d'Alain Gras, Le choix du feu. On a délibérément laissé les énergies renouvelables pour ne se concentrer que sur la puissance. Et donc, dès cette période-là, donc la révolution industrielle, la capacité à transformer l'environnement va augmenter de façon considérable. Tout semble désormais possible et donc annonce effectivement la société du toujours plus, qui aujourd'hui s'est transformée en société de consommation de masse. Et donc Alain Gras s'interroge déjà sur l'orientation de l'humanité. Il écrit « Ne serait-il pas intéressant de savoir comment un système technique centré autour d'une invention étrange, la machine à vapeur, a fait bifurquer une civilisation particulière, la nôtre, vers une voie qui était aussi une impasse programmée ?» C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas faire ce choix. Et on a l'impression, même on le verra tout à l'heure, il y a trois grandes étapes en fait dans cette rupture. La première, c'est donc le néolithique, avec l'agriculture et l'élevage. La deuxième, c'est la révolution industrielle, on va dire pour faire simple, avec les énergies fossiles. La troisième sera après la Seconde Guerre mondiale, enfin au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec l'explosion atomique. Voilà, c'est les trois grandes ruptures qui vont accélérer, les trois grandes étapes du moins, qui vont accélérer cette rupture entre l'homme et la nature. Et on a l'impression qu'à chaque fois, effectivement, il le dit, enfin j'aurais voulu citer Alain Gras plus longtemps, parce qu'il est vraiment très intéressant, mais le temps manquerait. Et donc, il se dit qu'à chaque fois, effectivement, on a l'impression que l'humanité n'a cessé de faire des mauvais choix. Et elle continue d'en faire, bien sûr, avec les nanotechnologies, à mon avis, c'est mon point de vue, mais avec les biotechnologies, et d'autres aussi.
Donc en plusieurs étapes, la révolution industrielle, c'est-à-dire la machine à vapeur, puis l'acier, l'électricité, chimie, pétrole, va porter des coups décisifs à la relation entre l'homme et les différents milieux qu'il occupe. Donc l'homme a plus bouleversé son environnement, entre guillemets, alors, le terme environnement n'est pas satisfaisant, mais bon, lors des 4 derniers siècles que depuis qu'il a adopté la station debout. Jusqu'à quelques chiffres qui donnent une idée quand même de l'accélération. Jusqu'à l'an 1500, la croissance de l'économie mondiale est restée extrêmement lente, à peine significative. Après, elle devient significative avec notamment les transports maritimes, le commerce international, le développement technologique, l'augmentation de la population, qui est malheureusement un tabou pour beaucoup, une position scandaleuse à mon avis, parce qu'on fait forcément plus de dégâts à 7,5 milliards d'individus qu'à 1 milliard ou 2 milliards comme il y avait encore en 1800-1850. Et donc, un chiffre, en considérant l'indice 100 en 1500, le PIB, produit intérieur brut, donc qui ne veut rien dire, mais c'est quand même significatif, parce que c'est ce qui est utilisé depuis un siècle, le PIB est passé donc de 100 en 1500 à 11 000 à la fin du XXe siècle. Donc ça donne quand même une idée de l'accélération prodigieuse de l'impact de l'homme sur l'environnement. La Seconde Guerre mondiale va provoquer ce que certains considèrent comme la troisième rupture, dont j'en ai parlé tout à l'heure, le recours à l'énergie nucléaire, qui a été considéré comme une transformation civilisationnelle radicale, dont j'ai noté 2 formules qui sont pertinentes. Pour quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui l'a formulé, c'est l'annulation, donc l'énergie nucléaire, le choix, c'est l'annulation de la valeur de l'humain et du vivant au profit de la jouissance technologique absolue. Je pense que c'est une bonne formule. Voilà, donc cette époque où se généralise la société de production et de consommation de masse, donc avec une nouvelle accélération, parce que le capitalisme n'est pas au départ la consommation de masse, c'est venu, il a fallu 1 siècle et demi, 2 siècles pour la mettre en route, donc est qualifiée par certains de grande accélération. Notamment les scientifiques l'appellent la grande accélération, parce que, pour beaucoup, elle marque le début de, vous avez entendu le terme anthropocène sans doute, ou capitalocène, on pourra voir la pertinence des 2 termes. Et donc, beaucoup de scientifiques font démarrer l'anthropocène. Alors, certains le font démarrer déjà à la révolution industrielle, d'autres, je crois, aussi au néolithique, donc le fameux premier faux pas de l'humanité. Mais effectivement, compte tenu de l'accélération, beaucoup le font démarrer à la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, cette accélération, elle est visible. Alors, j'ai dû prendre, voilà. Si on considère je peux les faire passer, hein, des courbes alors il y en a une qui relate les activités socio-économiques de l'homme, donc la pêche, la déforestation, etc., enfin les activités, et d'autre part l'impact, donc le CO2, etc., la perte de biodiversité. On voit, alors on ne voit pas bien ici les chiffres, mais on voit presque toutes les courbes qui s'accélèrent. Donc des années, alors selon évidemment si on prend le numérique, ce n'est pas les mêmes chiffres, bien sûr, c'est plus tard, mais globalement, des années 50, 60, 70, on voit ces courbes qui s'accélèrent toutes. C'est ce que les scientifiques appellent précisément la grande accélération. Et là, les dégâts sont effectivement considérables. Donc, il y a à peu près 25 ans, il y a 1500 scientifiques, dont la majorité des lauréats du prix Nobel, lançaient, il y en avait plusieurs, hein, mais lançaient un avertissement qui exprimait précisément, clairement, que la croissance effrénée de l'économie mondiale poussait les écosystèmes terrestres au-delà de leur capacité à maintenir la vie, et que nous approchions rapidement plusieurs des limites de ce que la planète peut tolérer, sans dommages irréversibles et substantiels. Et donc, ils le font en s'appuyant sur des notions, alors que vous connaissez sans doute peut-être, on les évoquera tout à l'heure, mais encore une fois, on n'aura malheureusement pas le temps de tout évoquer. La notion d'empreinte écologique, qui est relative, qui est discutable, mais qui a le mérite d'exister, qui est pédagogique et qui donne des repères. Ce que ne donnent pas ceux qui la critiquent. Et aussi le jour du dépassement, qui est lié, bien sûr. Voilà. Et aussi, en s'appuyant sur certains propos, et notamment ceux de Kenneth Boulding, que vous connaissez sans doute, hein, la fameuse formule. Kenneth Boulding qui disait « Celui qui pense qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Il était lui-même économiste. Donc ces constats alarmants qui sont faits par des scientifiques, alors pas par tous, hein, parce qu'il y a eu aussi l'appel d'Heidelberg dans les années 80-90, qui était au contraire une indignation que l'opinion publique puisse s'intéresser à la question écologique, à travers la science de l'écologie aussi. Et donc c'était un peu une insulte à leur savoir. Je ne sais pas si certains connaissent l'appel d'Heidelberg, qui a été signé quand même par des centaines, je ne sais pas si des milliers, mais au moins des centaines de scientifiques,
comme quoi l'opinion publique n'avait pas à se mêler de cette question. C'est assez scandaleux, mais ouais. Et oui, donc ces constats donc, des scientifiques conduisent aussi donc, à par les notions d'empreinte écologique ou de jour du dépassement, à la notion même d'effondrement d'une civilisation qu'on appelle thermo-industrielle, et qui prélève effectivement les ressources renouvelables plus vite qu'elles ne se renouvellent. Et donc elles sont précisément plus renouvelables à l'échelle de l'homme. Donc certains sont sourds effectivement aux alertes en matière d'écologie pour différentes raisons. Parce qu'on n'a pas envie de remettre en cause son petit confort, peut-être, mais aussi, sur le plan intellectuel, peut-être parce que la connaissance des principes, des processus du vivant invite à beaucoup de prudence dans la transformation des milieux. Pour cela, la liberté de l'homme semble primordiale, comme si l'homme effectivement était extérieur à la nature, ce qu'il s'est considéré largement. Or, l'homme fait, on le sait, fait partie de la nature, et donc c'est pour ça que ce qu'il fait à la nature, il le fait forcément à lui-même, et donc ces gens-là ne semblent pas voir que cet acharnement à extraire les ressources produit un effet boomerang, précisément. Je consacre un chapitre à ça. C'est Claude Lévi-Strauss, qui était aussi anthropologue, et dont ça a inspiré ceux que j'ai cités tout à l'heure, Scott, McDonald, etc. Il écrivait, en faisant une comparaison, exproprier de notre culture, dépouiller des valeurs dont nous sommes épris, la pureté de l'eau et de l'air, les grâces de la nature, la diversité des espèces animales et végétales, tous indiens désormais, nous sommes en train de faire de nous-mêmes ce que nous avons fait d'eux. C'est-à-dire en domestiquant la nature, ou en croyant la domestiquer, l'homme occidental, on mettra, c'est auto-domestiqué en fait. Et donc, pour montrer que l'impact de la nature se retourne effectivement contre l'homme, il faut montrer qu'effectivement l'homme a vécu dans l'intimité pendant très longtemps avec la nature. Et donc un des objectifs de la modernité, c'est précisément de nous faire oublier nos origines. Et donc c'est pour ça qu'il est salutaire de les rappeler précisément. Et donc notre espèce, elle a évolué au contact intime et quotidien du milieu naturel pendant des milliers d'années. Et donc comme le rappelle Gaston Bachelard, c'est effectivement l'air, l'eau, la terre et le feu qui ont structuré notre imaginaire et orienter nos comportements. Or, la montée en puissance de la civilisation se résume à deux phénomènes complémentaires. C'est d'une part la régression des espaces naturels et le bouleversement des paysages, et de l'autre, concomitamment, l'artificialisation et l'uniformisation des modes de vie et des cadres de vie. Et donc, effectivement, l'urbanisation et l'industrialisation sont aujourd'hui largement associées aux multiples pollutions, aux risques physiques, chimiques, bactériologiques, à travers différents vecteurs, l'eau, l'alimentation, l'air, les médicaments, les cosmétiques. Et donc, l'urbanisation et l'industrialisation sont associées aussi aux maladies qui c'est précisément qu'on appelle de civilisation, aux pathologies modernes, la sédentarité, l'obésité, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, allergies, etc., dont les chiffres sont en augmentation considérable. Associées aussi aux nombreuses nuisances, dont le bruit. Un seul chiffre, je pourrais en citer beaucoup, 12 000 personnes dans l'Union européenne décèdent prématurément chaque année de pathologies uniquement dues au bruit. 12 000 personnes. Plus les nombreux accidents domestiques, accidents du travail, de la circulation, les niveaux élevés de violence en milieu urbain, de délinquance, la solitude, le suicide. Donc quand on parle d'une façon positive, certains auteurs, j'aurais pu en citer, mais bon, encore une fois, le temps va manquer, donc voir le développement de la ville comme quelque chose de positif, ça a pu l'être, sauf qu'on confond optimum et maximum. Il y a un moment où, et j'espère qu'on va en parler tout à l'heure, c'est précisément l'intérêt d'un auteur comme Ivan Illich, qui a développé et qui explique en fait tout le mal du capitalisme, qui ne peut pas s'arrêter. Le capitalisme a besoin de croissance, il ne peut pas s'arrêter. Or, il aurait fallu s'arrêter. Parce que précisément, développer la ville, ça peut avoir un intérêt. Il y a quelques siècles, ça pouvait en avoir un. Augmenter le confort de l'homme, ça en a un. Sauf qu'il y a une limite qu'on n'aurait pas dû franchir. Et précisément, ce qu'il appelle seuil de contre-productivité, c'est le fait de reconnaître qu'un outil, ce qu'il appelle un outil, c'est l'éducation, la santé, etc. Lorsqu'un outil est développé, il peut augmenter le bien-être, mais à partir d'une population, mais à partir d'un certain seuil, il y a des effets pervers et il aboutit au contraire. Et donc il dit,
de Ivan Illich. Bon, on pourra voir, il a écrit une quinzaine de bouquins, très intéressants, sur la santé. Et donc il dit que à partir d'un certain moment, le système de santé rend malade, l'éducation abrutit, etc. Voilà, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, je ne sais pas, on verra, si on en a le temps. Par rapport à ce retour de bâton donc, du fameux progrès, on pourrait bien sûr longuement parler des virus émergents, précisément, apparus depuis quelques décennies. Il y a eu beaucoup de déclarations là-dessus des scientifiques depuis 20 ou 30 ans, mais qui n'ont pas été relayées par les grands médias, évidemment. On sait que l'origine des virus en est la déforestation, c'est-à-dire la destruction des habitats naturels, et donc la perte de biodiversité qui en résulte. Autant de conséquences qui ont été aggravées par l'hypermobilité, par le commerce international, par le tourisme de masse, et aussi par la baisse des défenses immunitaires qui est due aux conditions artificielles d'existence qu'on s'est nous-mêmes imposées. Donc ça veut dire que les virus, eh bien, c'est nous qui sommes allés les chercher, les libérer, on les a transportés et on s'est affaibli, on s'est rendu beaucoup plus vulnérable. Voilà, donc il me semble que la pandémie qu'on vit actuellement préfigure, parce qu'avec les dégâts sur l'économie, aussi sur la psychologie bien entendu, préfigure ce qui pourrait être l'effondrement, au moins partiel, d'une civilisation. Alors, donc pour terminer, quelques perspectives, parce que je trouve que c'est pas honnête. Malheureusement, j'ai souvent lu dans les bouquins, on critique ce qui se fait, on critique le progrès technique à juste titre, on critique un capitalisme vert, par exemple, sauf qu'on ne dit pas ce qu'on voudrait pas. C'est trop facile de critiquer, par exemple, certains, on le sait, critiquent le capitalisme, mais voudraient garder la société industrielle qui va avec. Ben non, ça c'est pas possible. La haute technologie, si on jette le capitalisme, on jette forcément la haute technologie, qui nécessite la concentration des capitaux, concentration du pouvoir, comme le nucléaire par exemple. Donc avec un minimum de lucidité et d'honnêteté intellectuelle, on doit reconnaître effectivement que le scénario le plus probable, c'est effectivement l'effondrement de ces sociétés. Et donc, je disais, la pandémie donne un avant-goût de ce qu'elle pourrait être. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la question écologique avec la destruction des écosystèmes ou l'épuisement des matières premières, mais il y a aussi l'enlisement d'une société actuelle dans une spirale de régression. Par exemple, la surexploitation par le monde du travail jusqu'à l'épuisement, les atteintes aux libertés sous les prétextes les plus futiles, le recul des conquêtes sociales, surtout pour les femmes, l'obscurantisme religieux, le terrorisme, le trafic en tout genre, le développement des mafias, etc. Donc ça, effectivement, c'est contraire, effectivement, à ce que nous, on prône, l'émancipation de l'homme. Et donc, quand il y a des luttes, parce qu'il y a beaucoup de luttes aujourd'hui, c'est la réponse des gouvernements, c'est la répression brutale et les violences policières. Voilà, donc, ce qu'il... Alors là, je passe rapidement parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Donc, ce qu'il faut, il y a deux axes. Il y a effectivement le rapport de l'homme à la nature à transformer et une organisation sociale. Concernant le rapport à la nature, on sait que travailler contre la nature, on n'y arrivera pas. On a le rêve prométhéen de transformer la nature est en train de virer au cauchemar. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement travailler avec la nature et non pas contre. Réapprendre à habiter la Terre en n'oubliant pas trois aspects de la réalité. D'abord, l'historicité de la nature, c'est-à-dire elle préexiste largement à l'apparition de l'homme, la continuité entre les humains et les non-humains, et ce qu'apprend la science écologique, c'est-à-dire l'interdépendance entre les vivants et le milieu qu'ils occupent. Et en tenant compte aussi d'un avertissement d'un auteur qui est très intéressant, que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est un sociologue portugais, je crois, et militant de l'altermondialisme, et qui dit quelque chose de très fort: nous devons affronter des problèmes modernes dont les solutions ne viendront pas de la modernité. Voilà, donc il y a deux axes, à mon avis, c'est encore des pistes juste pour le débat, hein, deux axes qui doivent nous servir de guide. C'est d'une part valoriser l'utilité sociale des métiers. On a parlé beaucoup à propos de la pandémie. Quels sont les métiers utiles, quels sont les métiers inutiles? Or, aujourd'hui, on peut considérer que la moitié des métiers sont inutiles ou nuisibles, uniquement utiles au maintien du système capitaliste, la finance, la publicité, etc., etc. Et le deuxième axe, c'est la soutenabilité écologique des productions. Donc ce qui supposera effectivement beaucoup de renoncements, parce qu'il est évident que l'humanité vit depuis un siècle au-dessus de ses moyens,
et qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est sûr. Le mode de vie actuel, il n'est pas généralisable à la planète aujourd'hui, les ressources ne suffiraient pas, il est encore moins généralisable dans le temps, c'est-à-dire pour les générations futures. Et donc, le défi pour moi semble être de se lancer dans la construction d'une nouvelle société paysanne. Alors ça peut prêter à sourire, mais ça revient pour moi à articuler le projet anarchiste de structure de petite taille et quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, l'agroécologie, qui est née dans les années 70, notamment en Amérique latine, et c'est-à-dire en fait un autre rapport au vivant dans sa globalité. Et donc je terminerai là-dessus par les propos de Silvia Pérez-Vitoria, qui est économiste, sociologue et documentariste, qui devrait être là, il faut qu'on confirme d'ailleurs, le 6 octobre, pour faire une conférence sur les luttes paysannes et l'agroécologie. Elle travaille avec Via Campesina notamment. Pour moi, c'est le regard le plus pertinent en France sur l'agriculture. Et elle dit dans un de ses bouquins, et ce sera ma conclusion, peut-être ne redeviendrons-nous pas tous paysans, mais il est peu probable que nos sociétés aient un avenir sans une paysannerie nombreuse et forte. Voilà. Et ça, je trouve que beaucoup de critiques du progrès technique n'ont pas le courage de proposer autre chose, quoi. Voilà ce que je voulais dire.